Bonjour Elisabeth. Bonjour Aimé. Je suis content que tu m'aies donné rendez-vous aujourd'hui au parc de la Chêneraie, ce magnifique parc qui est à la Hume, commune de Gujan-Mestras. Oui. Et nous allons aborder, si tu le veux bien, l'histoire du canal entre Cazaux et la Hume. Un canal qui date de 1840. Le canal des Landes de Gascogne. Oui, le début du canal des Landes de Gascogne qui devait cheminer tout le long de la côte aquitaine en passant par les lacs. Et en fait, il n'y a que cette partie qui a été réalisée. Et pas pour longtemps, malheureusement. Aimé, on sait très bien qu'on est à Gujan-Mestras, tu sais pourquoi? Eh bien, je crois, il me semble avoir vu la coccinelle. Oui. Alors en fait, on est à la limite ici, entre Gujan-Mestras et la Teste de Buch. Ce qui a créé, à l'époque de la construction du canal, un conflit entre les constructeurs du canal et la municipalité de la Teste. En fait, la limite avec la Teste est à quelques dizaines de mètres ici. Là, on a la voie de chemin de fer. Et oui, la voie de chemin de fer. Et cette voie de chemin de fer a causé bien des problèmes aux constructeurs du canal. Mais on va en reparler à côté du canal. Très bien. On y va? On y va. Alors, en juin 1940, les Allemands sont arrivés. Alors, ils vont détruire la villa du canal, cette magnifique villa construite par la famille Lalanne. Et ils vont construire, dans le cadre du mur de l'Atlantique, des ouvrages de défense pour empêcher d'éventuels débarquements ici, dans cette région. Alors ils vont construire 3 ouvrages qu'on appelle blocos ou bunkers, dont celui-ci qui a été réhabilité grâce à la mairie de Gujan-Mestras et à l'association Grand Mazas, oui, présidée par Marc Mentel. Et un autre, là-bas, qui est plus grand, qui a pris la place de la Villa du Canal, qui sera réhabilité, d'après ce que j'ai entendu dire, d'ici quelques mois. Et puis une casemate du type Tobruk. Voilà ce qu'ils nous ont laissé de leur passage, les Allemands, qui sont partis en août 1944. Avant, on ne pouvait pas voir le blocos, il était ensablé jusqu'en 2019. Il y a un gros travail de réhabilitation qui a été effectué. Il y a même du matériel qui a été acquis auprès d'autres associations pour le présenter dans un état rappelant l'état de 1943-1944. Et on peut le visiter? On peut le visiter, bien sûr. Là, c'est la partie canon. C'est la partie canon, un canon d'ailleurs qui existe. Hein. Oui. Un canon tchèque, je crois. On continue? Oui, avec plaisir. Alors, l'histoire de ce canal commence en 1834. À l'époque, Boyer-Fonfred, qui était le neveu du révolutionnaire dont on avait coupé la tête, mais il n'y a rien à voir, alors il obtient du roi Louis-Philippe l'autorisation de construire à ses frais un canal entre le lac de Cazaux-Sanguinet et le bassin d'Arcachon. Et les travaux vont commencer. Et on va voir arriver ici, pour toute la durée du creusement, environ 240 ouvriers espagnols et pyrénéens. Et malheureusement, on a constaté beaucoup de morts, beaucoup de maladies, parce que la zone qui était traversée par le canal, par le futur canal, était très humide et donc infestée de moustiques qui
qui ont occasionné le paludisme, la malaria, le choléra, etc. Alors c'était un canal pour naviguer, pour les balades en bateau? Et oui, c'était un grand projet de canal pour transporter vers le bassin d'Arcachon et donc vers les bateaux de commerce, transporter les richesses du pays. Du fer? Le fer, Oui. le minerai de fer, la garluche, oui, effectivement, pour les aciéries, les hauts fourneaux, la térébenthine et autres produits résineux. Ah, mais oui, avec le gémage. Et oui, bien absolument. sûr. Et puis pas que ça, il y avait aussi les billons de bois. Les billons mais de oui. bois qui allaient partir vers les mines du Nord et puis aussi d'Angleterre et du Pays de Galles. Donc ce canal était promis un brillant avenir. Alors, Boyer-Fonfrède, avec sa compagnie, va obtenir donc une concession de 14 km de long et de 90 mètres de large. Et la profondeur de ce canal, c'est 1,65 m? Eh bien écoute, je n'en sais rien. Eh bien moi, je te le dis. Parce que c'est ma taille. Je me dis, je ne pourrais pas m'y noyer. En principe, on ne devait pas s'y noyer. Hein. Mais dis-moi, Aimé, il n'y a pas qu'un canal? En fait, il y en a deux canaux. Il y a le canal principal qui est derrière nous. Oui. Et devant nous, il y a le canal des usines ou canal des forges. Parce que quelqu'un, un industriel, a demandé d'effectuer une prise d'eau à mi-chemin à peu près entre Cazaux et La Hume pour bénéficier de la force motrice de l'eau. Alors il faut savoir que le lac de Cazaux, il est à 21,50 m au-dessus du niveau général du bassin d'Arcachon. Oui. Et donc il y a une chute d'eau possible, donc de la force motrice relativement importante. Et ce canal des usines va être utilisé notamment pour un haut fourneau, enfin pour une usine sidérurgique qui va être installée du côté de Ville-Marie. Là-bas, tu connais le domaine de la Forge. Bien sûr. Et oui, eh bien, c'était là, D'accord. à quelque chose près. Et donc, ce canal des usines était là donc, pour les industries. Mais tout à l'heure, on ira voir un endroit où les blanchisseuses se rendraient sur le bord du canal pour nettoyer, blanchir le linge des familles bourgeoises d'Arcachon, de La Teste et de Gujan-Mestras. Allons-y. Alors voilà, tout le long du canal des usines, ici, là, on avait les blanchisseuses qui étendaient leur linge après pour le faire blanchir et sécher. Elles étaient là, alignées. Il y avait même des lavoirs aussi. Hein. Oui. Pour le moment, je n'en connais plus. Il y en avait un que j'ai connu, mais qui est maintenant démoli et hors d'état d'être montré aux visiteurs de la Chêneraie. Alors, on va revenir vers le canal. Aimé, tu voudrais qu'on marche jusqu'à Cazaux, tout le long du canal? Je crains que ce ne soit pas possible. Moi, j'en ai fait une grosse partie il y a quelques années, en marchant sur les rives du canal, Oui. soit en passant sur la rive gauche, soit sur la rive droite. Mais de toute façon, il y a le canal qui pénètre, enfin, qui traverse la base aérienne Oui. de Cazaux. Donc là, c'est évidemment interdit. On risque de se faire tirer dessus. Les travaux du canal ont commencé en 1835 et en 1838, on inaugurait la première écluse. Parce qu'évidemment, pour rattraper ce dénivelé entre 21,50 m et 0, il fallait des écluses. Et on avait prévu à l'origine 8 écluses. Et malheureusement, l'écluse numéro 1, la première, ne sera jamais construite, si bien que le canal ne sera jamais achevé. Bien sûr, les bateaux vont commencer à passer avec leurs marchandises à partir de 1840, Oui. mais en 1841, c'est la catastrophe. La ligne de chemin de fer de Bordeaux à La Teste va être construite et mise en service. Et on va s'apercevoir que les gabarres
où les bacs à voile qui circulaient sur le canal ne pouvaient plus passer sous la voie de chemin de fer. Donc l'avenir du canal était très incertain. Alors bien sûr, on a continué à faire transiter des marchandises. On a même ouvert le canal à la promenade. Le dimanche, à 2,50 € la balade. Parce que tu y étais, toi, à l'époque? Mais non, c'était des francs. Mais ça n'a pas suffi. Le canal s'est retrouvé rapidement en faillite et toute activité va disparaître à partir de 1859. Alors après l'arrêt de la navigation sur le canal, la compagnie a vendu le terrain qui correspond aujourd'hui au parc de la Chêneraie à la famille Lalanne. Et c'est la famille Lalanne qui va faire construire la magnifique villa du canal qui va être démolie par les Allemands plus tard. Alors ici, il y avait des travaux il n'y a pas très longtemps. Alors je t'ai dit qu'il y avait à l'origine 8 écluses de prévues. Et quand les Allemands sont arrivés en juin 40, ils avaient peur évidemment du débarquement allié qui aurait pu se faire ici. Alors ils ont cassé toutes les écluses et ils les ont remplacées par des pales planches pour assurer la circulation en eau, bien sûr. Puisqu'il fallait quand même pas que le lac de Cazaux augmente trop en niveau. Et le problème, c'est que ces pales planches et ces barrages établis par les Allemands présentaient quelques possibilités de défaillance. Donc il fallait absolument sécuriser tout ça et c'est la raison pour laquelle cette ancienne écluse a été transformée en déversoir. Tout ça, c'est très récent, quoi. Mais la force de l'eau pourrait presque produire de l'électricité. Mais oui, absolument. Je pense d'ailleurs qu'il y avait peut-être à certains moments des génératrices qui produisaient à des fins privées de l'électricité ici, là. Mais parle-moi du camp du Cournot. Eh bien, le camp du Cournot a accueilli à partir de 1916 des tirailleurs sénégalais, enfin on dit sénégalais, mais c'était tirailleurs africains, qui se sont installés dans un camp spécialement conçu à leur intention. Et ça se passait entre la route de Cazaux et le canal. Et bien sûr, le canal, c'était une source d'approvisionnement en eau potable. Puisque je te rappelle que l'eau du canal de Cazaux, bien sûr, est douce, elle est consommable. La preuve, c'est que les Arcachonnais en consomment toujours de l'eau du lac de Cazaux. Et donc là, on faisait boire les chevaux, les tirailleurs sénégalais se lavaient dans le canal, etc. Après les Sénégalais, on a eu les Russes. Et après les Russes, les Américains. Voilà, qui sont repartis chez eux, bien sûr, après l'armistice de 1918. Alors, il y avait ce camp du Cournot qui était tout près du canal. Alors, à Cazaux, ce canal a servi en irrigation pour des cultures? Oui, il y avait un grand projet qui accompagnait la construction du canal. Ce grand projet prévoyait des cultures, bien sûr. On allait assainir pendant l'hiver, puisque l'eau stagnait pendant l'hiver, donc on allait l'emmener vers le bassin d'Arcachon. Et pour l'été, où c'était devenu aride, en fait, très sec, eh bien, on pouvait irriguer. Et c'est ainsi, eh bien, qu'on a, dans certains endroits, planté du riz. Bon, je ne te cache pas que ça n'a pas marché. Il y a eu d'autres essais, notamment de culture de mûrier pour élever des vers à soie. Ça n'a pas marché non plus. Voilà donc tous les essais et d'autres, bien sûr, qui ont été effectués sur cette grande plaine de Cazaux. Alors cette plaine de Cazaux, qui est en fait au-dessous du lac de Cazaux, elle risquerait, si on y prenait garde, eh bien, d'être envahie par le lac de Cazaux. C'est la raison pour laquelle il y a une écluse au départ du lac de Cazaux, et cette écluse régule la hauteur
du lac à 21,50 m. Et puis en plus, il y a ce déversoir qui est également là en tant qu'organe de sécurité. Et si nous parlions de la Chêneraie? J'aime tellement venir faire des randonnées ici. C'est un endroit magique. Là, nous sommes au début du printemps. Oui. Mais en toute saison, le parc de la Chêneraie, il est magnifique. La flore est très riche. Oui. Les arbres qui ont poussé, pour la plupart naturellement, je pense, sont également très nombreux et oui. Bien sûr représentent de nombreuses espèces. Et puis aussi les petits animaux. Oui. On retrouve des mimosas. Oui. Des arbousiers. Oui. Des chênes. Des chênes, des pins, et puis tout un tas. Des murs. Et donc ici, c'est un endroit idéal pour venir se promener. Alors, je vais t'encourager à faire les berges du canal le samedi ou le dimanche oui. Avec tes enfants. Et en tout cas, ça m'a fait très plaisir de te retrouver aujourd'hui au parc de la Chêneraie, sur les bords du canal. Oui. Et donc, je te donne rendez-vous lors d'une prochaine aventure. J'espère bien. On explorera quelques autres éléments du patrimoine local. Oui. Merci Aimé. À bientôt, Elisabeth. À bientôt.